Yo, salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review du tome 7 de Saint Seiya Next Dimension. On est à la moitié, grosso modo, hein, puisque le tome 13 a été annoncé pour cette année, ça fait plaisir, alléluia. En tout cas, installe-toi tranquille comme d'hab, prends un petit café ou des chamallows, fais ce que tu veux, et on est parti pour la review. Let's go! Tiens, monsieur Tanan. Comme je suis content de vous voir. On démarre dans le présent en 1990 au pic des 5 vieillards. D'ailleurs, je me rappelais plus que ça s'appelait comme ça, mais bref, passons. Où Yoga débarque pour chercher Shiryu, qu'on voit cultiver un champ. Yoga, il se déplace vite lui, hein, genre de la Grèce à la Chine, bien que ce soit pas la porte d'à côté, il y est en 2-2 quoi. Bon, après, c'est un chevalier de bronze, il va à la vitesse du son, je sais pas quoi, en tout cas, c'est mieux qu'un Uber, ça c'est clair. Bref, Shiryu est surpris et Yoga lui explique ce qui se passe à propos de Seiya et lui demande de venir avec lui pour reprendre le combat. Shiryu dit qu'il n'est plus en mesure de se battre et Yoga pense que c'est à cause de ses yeux. Car Shiryu se les est se les est crevés je ne sais combien de fois. Mais en fait non, hein, c'est pas ça du tout. Shiryu dit que c'est simplement sa vie est ici désormais à cultiver la terre et il veut être tranquille. Yoga lui dit t'es sérieux mec, déconne pas, viens avec moi. Et Shiryu répond que les combats c'est fini pour lui, hein, il a déjà donné. Et Yoga le chope par le col disant qu'il est déçu, comme nous, lecteurs hein, d'ailleurs un petit peu. Puis on voit arriver à ce moment-là Shunrei qui vient apporter du thé et qui tient un bébé dans ses bras. Un bébé avec une coupe de cheveux chelou au passage, hein, lol. Et là on comprend que c'est leur enfant et Yoga aussi a capté, il se calme et puis il s'en va. Shunrei qui n'avait pas vu Yoga depuis un bail. D'ailleurs, je sais même pas si elle l'avait déjà vu, hein, mais bon, vous me direz, je sais pas, j'ai un doute là. Demande qui c'était et Shiryu lui dit ah t'inquiète, c'était son père. En tout cas, c'est triste, hein, et là on en veut un petit peu à Shiryu. Mais bon, comme Yoga est en train de réfléchir en même temps qu'il s'en va, il se dit que le gars a une famille maintenant et qu'il a gagné le droit d'en profiter un petit peu. Puis on revoit Shiryu un peu plus tard, assis avec un bâton, le bâton de son vieux maître, Doko, entre les mains, et il est en train de pleurer. Donc finalement, il paraissait froid au départ, mais on s'aperçoit que ça le blesse quand même au fond de lui de ne pas être parti avec Yoga pour aider ses frères d'armes. Là, une voix se fait entendre traitant Shiryu de femmelette. Et c'est Thomas, hein, l'ange, qui débarque cette fois. Il dit qu'il est là pour chercher Yoga. Le mec, il est vexé de ouf de s'être fait geler un bras par lui lors de sa première confrontation. Et maintenant, il le traque pour se venger avant même de penser à sa mission qui est de tuer Seiya. Il se pointe devant Shiryu et commence à le tabasser. Et il dit qu'il plaint Yoga d'avoir un ennemi comme lui, que tous ses frères pendant ce temps-là sont en train de risquer leur vie pour tenter de sauver Seiya, et que lui se la coule douce et ça l'énerve. Le type il est chelou quand même, hein, c'est-à-dire qu'il traverse le monde pour retrouver Yoga pour le tuer, mais en même temps il le plaint d'avoir Shiryu comme ami. Il confirme à Shiryu que Seiya est en galère alors que sa mission de base c'était de tuer Seiya. Bon bref, en tout cas j'ai du mal à capter le perso pour l'instant. Puis il finit par mettre une droite à Shiryu qui ne fait rien et le gars se casse. Shiryu rentre chez lui avec son armure sur le dos qu'il est parti chercher entre temps et annonce à Shunrei qu'il doit partir. Apparemment le coup sur la tête lui a remis les idées en place et l'a changé la vie. Shunrei n'est pas fâché pour autant, disant que ce jour finirait bien par arriver. Après tout, elle le sait, hein, c'est un chevalier, voilà, c'est sa mission. Elle dit qu'elle s'occupera de leur fils, encore heureux j'ai envie de dire, pendant son absence, et donc Shiryu fait ses adieux, au cas où il ne reviendrait pas vivant. Shunrei lui dit que la chance soit avec toi. Que la force soit avec toi. Petite parenthèse d'ailleurs, on apprend que Shoryu, hein, c'est le nom de leur enfant, est un enfant adopté. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, hein, l'adoption c'est bien, mais dis donc, Shiryu, il se passe quoi avec Shunrei là c'est la friendzone ou quoi là? Faudrait la travailler un petit peu la petite là. Bref, allez, on revient dans le passé, au sanctuaire, et Suikyo arrive au temple de la Vierge, ce qui alerte immédiatement Shijima, qui est toujours coincé dans son labyrinthe chez le Pop, mais qui l'a ressenti quand même. Ça l'ennuie, hein, bien sûr, mais en tout cas, il dit que quiconque pénètre dans son temple sans son autorisation va avoir des problèmes. Retour chez Kaiser, on voit les bronzes taper une petite sieste au calme avec le lion, comme si de rien n'était, mais ils finissent par se réveiller et, voyant l'absence de Suikyo, se remettent en route.
Kaiser leur a donc donné son accord pour traverser et leur demande d'expliquer la situation aux autres Gold, comme si c'était si simple. Ils essayent à chaque fois, mais bon, ça marche pas. Bref, et d'essayer de percer les véritables intentions de Suikyo, car maintenant tout le monde sait, Gold comme chevalier et comme nous lecteurs, que le but du bonhomme n'est pas de tuer Athéna. Suikyo commence à traverser du palais et trouve ça beaucoup trop calme. Puis d'un coup, il se tient la tête et ressent une douleur très particulière. En effet, il ne s'agit pas d'un simple silence, mais carrément genre du silence absolu. D'ailleurs, ça existe en vrai, des pièces comme ça qui ont été créées artificiellement et spécialement pour des expériences en tout genre. Et il paraît que si on reste dedans longtemps, ou enfin genre 30 minutes, rien que ça, on devient fou. Bref, à ce moment-là, Shijima apparaît devant Suikyo et on se dit mais quoi? Il n'était pas censé être chez le pop? Donc en tout cas, Shijima se met en position du lotus, façon Shaka, et met en garde Suikyo. Il lui met la près, carrément. Là, Suikyo capte que c'est une projection astrale. Le vrai Shijima est toujours chez le pop, il n'est pas là. Donc il se dit qu'il va pouvoir passer. Mais c'est là qu'apparaissent à ce moment-là, autour de lui, 4 immenses portes. Ce sont les portes de Bouddha, donc respectivement les portes de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Shijima explique à Suikyo qu'il n'a pas le choix maintenant. S'il veut avancer, il est obligé d'emprunter l'une des portes. Mais que, attention, en fonction de celle qu'il choisira, il aura alors la répercussion de ce qui est noté dessus. Genre exemple, s'il ouvre la porte de la maladie, bah voilà, une terrible maladie va le frapper directement. Ou bien, autre solution, il peut faire demi-tour et s'en sortir sain et sauf. En tout cas, Suikyo commence à réfléchir et se dit qu'il doit faire vite, car il est toujours dans ce fameux silence et ça commence à le rendre dingue. Et là, il réfléchit à l'histoire de Bouddha, qu'il connaît un petit peu, manifestement, et se dit que, tout comme lui, apparemment, il n'y a qu'une seule porte qui pourra le mettre à l'épreuve, et c'est la porte de la mort qu'il se décide à ouvrir. Et il se prend immédiatement un retour de bâton qui éclate une partie de son surplis carrément. Et là, Shijima n'en revient pas, se disant que le mec est fou d'avoir choisi cette porte. Et d'ailleurs, dans tout le sanctuaire, tout le monde semble avoir ressenti la grosse puissance qui s'est déchaînée à l'ouverture de la porte. Et d'ailleurs, le Destol est vénère, disant qu'il fallait pas tuer Suikyo, car il détenait des informations capitales. On change d'endroit et on voit une Pandora Box à l'abandon devant un temple. Et celle-ci disparaît d'un coup, façon téléportation instantanée à la Goku. On voit au passage que c'était donc l'armure de la coupe qui était restée dans son coin au temple du taureau au début du tome 2. Puis on revient sur Shijima qui n'arrive toujours pas à croire ce qu'a fait Suikyo, disant que n'importe qui de sensé aurait fait demi-tour. Et se demande quel était donc l'objectif réel de Suikyo pour être à ce point déterminé à passer. On voit d'ailleurs Suikyo errer dans le noir entre la vie et la mort, dans un espèce de monde parallèle, et se sentant attiré par les ténèbres, et s'imaginant donc son voyage s'arrêter là, ne pouvant donc rien faire face à cette technique de Shijima. Quand une lueur apparaît au loin, petit à petit, se faisant de plus en plus grande et finissant par le toucher de plein fouet. Shijima l'a aussi senti d'ailleurs, car au même moment il voit une intense lumière, un intense cosmos sortir du corps de bébé Athéna. Et là, bam, Suikyo tombe la tête la première et se retrouve d'un seul coup téléporté dans le jardin des saules jumeaux, la fameuse pièce secrète qui se trouve derrière la maison de la Vierge qu'on avait vue dans l'arc Hadès. Suikyo, se relevant et retrouvant ses esprits, voit devant lui l'armure de la coupe qui est arrivée là également et qui s'ouvre laissant apparaître donc la fameuse coupe d'argent. Suikyo n'en revient pas non plus, puis un liquide semble s'écouler et remplir la coupe afin qu'il la boive pour se soigner. Et là tout devient clair pour lui comme pour nous lecteurs, c'est Athéna donc qui l'a sauvé de la mort
et qu'il l'a téléporté ici ainsi que l'armure hein, afin qu'il poursuive sa route. C'est ouf hein, d'ailleurs le pouvoir qu'elle a, même étant bébé. Ce passage est stylé, hein, on ressent bien l'amour hein, de Saori, et il manque plus limite que la musique mélancolique à l'ancienne pour compléter le tableau. Shijima hallucine hein, dans son coin et se demande si c'était bien raisonnable de lui sauver la vie, hein, car même si Suikyo a peut-être des intentions louables dans le fond, en tout cas de base et d'après ce qu'il dit, il est quand même venu pour la tuer. En tout cas, Suikyo s'apprête à boire et se rend compte qu'il ne voit pas son reflet dans l'eau. C'est ce qui semble signifier qu'il n'a pas d'avenir et qu'il va quand même mourir. Alors, quand et comment, pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, il se dit qu'il doit poursuivre tant qu'il le peut et qu'il doit mener à bien sa mission. Il en profite d'ailleurs, voyant des pétales tomber, pour en prendre quelques-uns et écrire quelque chose dessus, et il veut envoyer un message à destination d'Athéna, car il n'y a qu'à elle seule hein, qu'il veut révéler ses véritables intentions. Bon, là on reprend un petit peu le même mode opératoire hein, que chacun hein, dans l'arc Hadès quand il voulait prévenir à Athéna. On commence à avoir l'habitude un petit peu de ces petites réutilisations dans Next Dimension. Bref, les pétales arrivent d'ailleurs instantanément dans le palais du pop à Shijima. Par quel moyen, ça on sait pas trop, hein, mais bon, peu importe, c'est magique. Et Shijima donc essaye de comprendre et de décrypter le message, mais apparemment il y a un problème, hein. L'ensemble des pétales ne sont pas arrivés, il y a une partie qui s'est perdue dans le labyrinthe du pop, et il n'en a finalement que deux entre les mains, qui indiquent donc respectivement le chiffre 3 et le chiffre 10. Et là il réfléchit et se demande ce que ça peut bien signifier, et pourquoi finalement risquer sa vie pour ça. Et là il percute un truc. Et un truc de ouf apparemment, hein, car il y aurait finalement un lien avec une légende hein, qui serait donc sur le point de devenir réalité. On revient sur Yoga qui est revenu en Grèce, lui il n'a pas le temps, hein, il speed, et il est arrivé non loin du palais de la Lune, hein, il est sur le mont Olympe, mais il tourne en rond, hein, il est perdu devant le pilier qu'on connaît, mais quelqu'un l'attend et c'est Thomas hein, qui l'a devancé. Thomas d'ailleurs se jette sur lui voulant en finir. Lui, il lâche pas l'affaire. Yoga tente de parer les coups, mais l'un d'eux arrache la sangle de son armure qui s'ouvre. Et finalement, c'est pas plus mal. Hein. Il finit par la revêtir, bout par bout, hein, comme dans l'animé, avant de prendre une pause stylée. Ça fait plaisir. On entendrait presque le cri du cygne derrière lui. Sur ce, Yoga, plutôt que de se battre, hein, lui demande de patienter 3 jours. Bah ouais, hein, le temps de Seiya est compté. Et c'est justement le délai avant sa mort, hein, donc pas le temps de se taper avec ce relou de Thomas. Yoga d'ailleurs dit qu'il tiendra parole, hein, mais Thomas lâche pas l'affaire quand apparaît Hécate, disant c'est vous le cygne et le dragon? Bah ouais, rappelez-vous, hein, Iki avait dit avant de partir à Hécate hein, que le cygne et le dragon allaient venir et qu'elle devrait les guider eux aussi. Là, Yoga a plein de questions hein, qui lui viennent direct à l'esprit, mais il se prend direct une droite par Thomas, qui en profite. Quel relou hein, celui-là. Hein. Puis Hécate, voyant ça, se barre. Hein. Quand apparaît une main bleue ainsi qu'un bâton, lui demandant qu'est-ce qu'elle sait d'Athéna. C'est donc Shiryu qui vient lui aussi d'arriver. Ils échangent quelques mots et Hécate hein, lui dit qu'elle leur dira tout et qu'elle les guidera en échange du bâton que tient Shiryu. Ouais, elle perd pas le nord, elle, hein, elle veut choper un petit bénéfice au passage. Et Shiryu accepte. Retour sur Yoga, hein, la droite d'ailleurs qu'il s'est pris l'a projeté contre le pilier, il est sonné. Thomas s'approche pour l'enchaîner, mais le bâton jeté par Shiryu l'interrompt et se plante dans le sol entre eux. Stylé d'ailleurs Shiryu là, qui apparaît comme ça. Là, petit moment émotion, retrouvailles avec Yoga. Shiryu descend, reprend le bâton en speed et le lance aussitôt à Hécate pour honorer sa part du marché. Thomas, qui n'avait pas réagi, s'énerve et veut taper Shiryu, qu'il avait bolossé en Chine, hein, mais à ce moment-là, il se rend compte que c'est plus le même bonhomme.
Shiryu part le coup et lui lance au passage un regard de killer. Et d'ailleurs, ses yeux sont rouges, hein. Là, le mec, on sent qu'il ne faut pas le faire chier, hein. Et Shiryu dit à Thomas de patienter. Thomas est en stress là, hein. Il comprend que là, s'il doit réaffronter Shiryu, ce ne sera pas la même histoire. Donc là, les deux bronzes en tout cas se mettent en route, guidés par Ekat, mais Thomas essaye encore de les retenir. Il est têtu le mec, hein, mais Yoga lui lâche un je vais te calmer mec, et du doigt il lui lance des anneaux de glace qui le paralysent sur place. Et lui dit de rester tranquille, le temps que ça dégèle. Et même Shiryu rajoute n'attrape pas froid mec. Donc bon, Thomas là il se fait victimiser, hein. Bref, ils arrivent devant le gouffre rempli de galaxies, hein, là où se trouve Chronos. Et Ekat rend finalement son bâton à Shiryu, disant qu'elle ne peut pas le garder avec elle, car il émane du bâton un énorme cosmos qui protégera Shiryu. Et ils finissent par sauter tous deux dans le trou, rejoindre la bataille à leur tour, et donc se retrouver tous les 5 au complet. Ça fait plaisir. Et Shun, à ce moment-là, donc, les voit arriver dans le ciel et se doute qu'il s'agit d'eux, tout simplement. On suit Shiryu, tout d'abord, qui arrive en premier et s'écrase au sol, hein, devant Doko, comme par hasard. Doko, qui reconnaît là un chevalier de bronze, demande à l'intrus d'où il vient. Et Shiryu, encore sonné, hein, hallucine, hein, et il devient ouf d'ailleurs, reconnaissant Doko et la maison de la balance, s'écriant maître. Et Doko comprend pas, hein, parce que lui, pour sa part, il l'a jamais vu de sa vie, hein. Donc, en tout cas, Shiryu reprend ses esprits et finalement trouve ça logique, hein, qu'il soit pas immédiatement reconnu, car Doko, là, on est dans le passé, hein, donc ça s'explique. Doko demande à Shiryu de s'en aller, hein, il le trouve louche, et il croit pas du tout à son histoire de voyage dans le temps. Il menace Shiryu de le faire partir de force, mais Shiryu, admiratif, ne peut se résoudre à résister, ce qui intrigue tout de même Doko, hein, qui lui demande si c'est bien vrai, qu'est-ce que je deviens dans le futur. Shiryu explique qu'il va devenir vieux, genre en mode Yoda, et Doko n'en revient pas, hein, car c'est exactement ce qu'il avait vu dans le reflet de l'eau de la coupe, dans le tome 1, rappelez-vous. Toutefois, c'est pas encore assez, hein, comme preuve, hein, à son goût, et il envoie valser Shiryu en lui disant que s'il est venu sauver Athéna comme il le dit, il va devoir montrer sa valeur et se battre. Doko commence à enchaîner Shiryu qui se défend pas, et ça énerve Doko, hein. Doko dit qu'il va devenir sérieux et que son prochain coup sera fatal, hein, ça sera la colère du dragon. Et là, Shiryu bloque l'attaque de Doko qui n'en croit pas ses yeux. Shiryu explique qu'une attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier, comme Ikki, hein, d'ailleurs, qui avait encaissé la Galaxian Explosion de K1. Et d'autant plus, hein, que Shiryu maîtrise lui-même la colère du dragon, enseignée par Doko. C'est un peu Inception, hein, le truc. Là, Shiryu enlève son armure, comme d'hab, hein, avec lui, j'ai envie de dire, et montre son fameux tatouage du dragon. Doko reconnaît cette marque. Il dit que c'est la marque, hein, des élus, hein, les héritiers de l'armure de la balance. Il enlève d'ailleurs au passage son armure d'or, et il montre lui aussi son tatouage, donc le fameux tigre féroce que Shiryu reconnaît aussi. Doko commence donc petit à petit à comprendre, hein, et à le croire, mais il veut une preuve ultime. Il veut que Shiryu lui montre la colère du dragon pour voir si c'est bien vrai. Shiryu ne veut pas lever la main sur son maître, hein, mais du coup, Doko lui dit que cette fois-ci, s'il se défend pas, comme ils ont plus d'armure tous les deux, ça va faire très mal. En tout cas, n'ayant plus le choix, Shiryu riposte, et c'est finalement une double colère du dragon auquel on assiste. Petit aparté vite fait sur Shijima, qui est toujours dans ses pensées, quand il est interrompu par un Gold s'approchant de lui en le narguant. Retour au temple de la balance, où les deux chevaliers intensifient leur attaque, qui finit par les repousser tous les deux dans une explosion, laissant d'ailleurs au passage un gros trou béant au sol.
Ils se relèvent et se félicitent tous les deux, et Doko, ça y est, reconnaît enfin Shiryu comme son futur élève. Le test a été réussi. Shiryu lui confirme donc que dans un peu plus de 200 ans, il lui enseignera la fameuse technique, ce qui rend ouf Doko et nous aussi quelque part, car si Shiryu, là, dans le passé, ne lui avait rien dit, est-ce que Doko lui aurait quand même enseigné la colère du dragon? Et pareil, d'ailleurs, pour la forme de petit vieux que Shiryu est en train de lui décrire, l'aurait-il fait de lui-même, ou va-t-il penser à le faire parce que Shiryu lui en avait parlé il y a fort longtemps dans le passé? Bon, je vous laisse un peu méditer là-dessus, ça rend ouf. Bref, Shijima, on revient sur lui, reconnaît le Gold qui se présente à lui. C'est Cardinal qui était à ses trousses et qui a fini par le retrouver. Cardinal est venu pour l'achever et il lui lance direct ses roses poignards qui viennent se planter partout sur Shijima et même sur bébé Athéna. Mais Cardinal s'aperçoit rapidement qu'il n'a finalement touché personne. C'était une espèce d'illusion. En tout cas, Shijima n'est pas devant lui, mais il se trouve derrière lui. Il envoie une nouvelle salve de fleurs, mais à nouveau, il n'y a personne et Shijima est plus loin à côté de lui et lui demande de l'écouter. Il lui explique qu'il vient d'apprendre avec les pétales qu'un problème plus important que le rembrouille va arriver et que c'est finalement plus le moment de se battre l'un contre l'autre. Il dit que c'est donc la légende de la 13e maison, et c'est donc l'existence d'un 13e chevalier d'or que l'on découvre. Et là on se dit mais what, ça part en vrille. Petit saut dans le présent, on voit toujours Seiya en galère avec Shaina, qui a un comportement étrange au passage, mais arrive à ce moment-là Marine, qui n'était pas très loin. Shaina dit non, c'est rien, j'ai eu juste un petit vertige. Et elle dit qu'elle s'en va faire un saut au sanctuaire, le sanctuaire actuel, pas celui du passé. On la voit ensuite arpenter des escaliers et se diriger vers des ruines. Et elle est rejointe par Marine qui l'a suivie, laissant au passage Seiya tout seul. Du coup, décidément, le pauvre Seiya, il n'est pas respecté dans les dimensions. Marine demande à Shaina ce qu'elle trafique. Et elle a l'air de chercher quelque chose dans les décombres du sanctuaire, et précisément entre la maison du Scorpion et la maison du Sagittaire. D'un coup, une espèce d'aura violette apparaît et on voit un symbole inconnu gravé sur un morceau de temple. Marine ne l'avait jamais vu et demande bien ce que ça fout ici. Puis elle semble percuter que cela pourrait bien avoir un rapport avec la légendaire maison démoniaque. Donc la fameuse 13e maison, on suppose. À ce moment-là, d'ailleurs, Shaina se prend la tête, disant que la fin est proche. Il se passe quelque chose de bizarre aussi avec elle. D'ailleurs, comment Shaina connaît l'endroit où se trouvent donc les ruines de cette fameuse maison? C'est bizarre. Et comment Marine connaît-elle aussi la légende? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez connu entre les chevaliers enfin voilà, donc on se pose la question. On revient sur Cardinal qui lui ne croit pas vraiment à cette légende, mais Shijima lui confirme grâce au message que Suikyo lui a envoyé, donc sur les pétales, le 10 et le 3, que selon lui ça forme donc le chiffre 13, ce qui confirmerait donc l'existence et le retour du 13e chevalier d'or. Alors que dire de ce tome 7? Il est assez complet et on voit pas mal de choses. On a du fanservice avec Shiryu et Doko. C'était peut-être un petit peu trop attendu, mais quand même très sympathique. Thomas, lui, qui commence à devenir petit à petit le running gag, j'ai envie de dire, du manga, qui à chaque fois qu'il finit par rattraper Yoga, se fait avoir comme un bleu. Yoga qui est badass, je trouve, dans Next Dimension. On commence à connaître la motivation également de Suikyo dans les détails. Shijima qui lui pour sa part bien que blessé est impressionnant, c'est un digne représentant de la Vierge, et encore vous n'avez rien vu, et surtout qu'est-ce que c'est que cette histoire de 13e chevalier d'or là. Depuis toujours on était resté sur le fait qu'ils étaient 12 et là 13.
Donc je sais pas si ça avait été pensé comme ça hein, dès l'origine et la création du manga. Mais bon, faut bien relancer un petit peu l'intrigue et apporter du nouveau. Bon, certains trouveront ça génial, d'autres trouveront que c'est n'importe quoi et que 12 gold c'était bien, il fallait pas y toucher. Moi, j'avoue qu'au départ, j'avais tendance à me mettre un petit peu dans la deuxième catégorie, hein. Mais bon, n'est-ce pas là peut-être finalement un coup de génie de l'auteur, hein, car il faut savoir qu'en vrai, hein, le 13e signe zodiacal, hein, le serpentaire, existe vraiment en astrologie, mais il n'a jamais été utilisé. Il a été banni hein, il y a des siècles de cela, car finalement, 12 signes du zodiaque, ça colle bien mieux avec les 12 mois de l'année. Donc ça, c'est assez ouf, hein, je trouve. Et ouais, c'est peut-être une bonne idée de l'auteur finalement. En tout cas, un signe caché est égal à un chevalier d'or caché. C'est un sacré rebondissement. Donc voilà, on voulait un petit peu de rebondissement et de neuf dans Next Dimension, et bah voilà, ça y est, on y est, hein, la nouveauté hein, de cet arc, c'est l'arrivée du 13e Chevalier d'Or, qui peut-être même a priori ne serait pas du bon côté, on verra ça. En tout cas là l'histoire va se complexifier et commencer à se démarquer des précédentes. En tout cas hâte de voir les choses avancer. On se retrouve pour le tome 8 et là je vous dis il va y avoir des larmes, préparez-vous. En tout cas moi je vous dis à plus, mettez un like hein, si vous avez aimé la vidéo. Ciao ciao.